Bonjour à tous chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui donc le vendredi 26 décembre 2025. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h, jusqu'à 16h pardon, autant pour moi. Et vous l'aurez compris, nous sommes dans le cadre de votre émission Grand Angle. Alors aujourd'hui, nous avons choisi, vu la circonstance, de parler de thématiques en rapport avec donc, la fin de l'année 2025 qui s'achève. Et nous avons choisi donc pour cela 3 sous-thématiques que nous allons donc dérouler tout au long donc de cette émission. Déjà, je tiens à vous adresser donc mes vœux donc de joyeux Noël 2025 parce que voilà. Il y a 2 jours, il y a un jour, nous avons donc fêté cette fête, la fête de la Nativité. Voilà, même si c'est vrai que nous sommes dans un média communautaire musulman, et puis bon, mais quand même, nous nous adressons à l'ensemble du pays. Donc, pour ceux qui ne sont pas musulmans et qui fêtent cette fête, nous leur adressons donc un joyeux Noël. Mais également, des vœux, nos meilleurs vœux de nouvel an par rapport donc à la journée donc du mercredi. Du jeudi de la semaine prochaine, qui sera donc le 1er janvier 2026. Voilà, donc cela dit, aujourd'hui, comme je disais, nous avons choisi donc une thématique de fin d'année 2025 dans laquelle nous allons donc aborder 3 sous-thématiques. Donc la première, donc, il s'agit donc du budget 2026. La deuxième, bien qu'il s'agit donc de la CAN Maroc 2025, pour coller avec l'actualité. Et enfin, le troisième sous-thème, c'est celui en rapport avec l'affaire Siphon Ogoé, donc l'ancien ministre donc, du tourisme qui a été donc arrêté et placé en garde à vue donc depuis quelques jours. Voilà. Donc pour en parler, j'ai donc avec moi mes 2 consultants permanents. D'abord à ma droite, Monsieur Nestor Obian. Bonjour, Monsieur Obian. Bonjour, Monsieur Bouka. J'espère que vous allez bien. J'essaie, à part cette petite grippe qui continue à m'embêter. Oui, mais bon, j'ai une voix qui porte quand même, ça va. D'aucuns parlent d'un variant du fameux Covid. Bon, bref, nous sommes déjà habitués, de toute façon. Nous sommes habitués, voilà. En tout cas, en même temps, je vous présente tous mes vœux de bonne guérison par rapport à ça, voilà. Et donc, à ma gauche, nous avons notre consultant aussi, Monsieur Prévan Gomo, qui est en même temps conseiller de président public. Et en même temps panafricaniste et voilà. Apprentissage. Et apprentissage, voilà. Otep à vous, Monsieur Gomo. Otep, mon frère Bouka, et Otep à tous nos frères et sœurs Kamites du Gabon et du monde entier. Et merci encore d'être sur la chaîne Nour TV. Très bien, parfait. Voilà, donc là, je viens de planter le décor. J'ai présenté successivement donc les thématiques sur lesquelles nous allons nous étendre avec nos téléspectateurs et également présenter mes 2 panélistes. Voilà. Donc on se retrouve juste derrière cette petite transition pour lancer donc les échanges. Merci. Voilà, donc nous sommes à nouveau sur le plateau de Grand Angle et comme j'ai annoncé donc dans mon propos liminaire, j'ai parlé donc de 3 sous-thématiques. La première donc en rapport avec le budget 2026. Alors, pouvant se définir comme un outil de gestion essentiel donc public, le budget qu'on appelle encore loi de finances est une prévision chiffrée des recettes et des dépenses donc pour une période donnée, souvent annuelle, qui permet donc de planifier, contrôler et autoriser donc l'utilisation des fonds par l'État dans le but d'atteindre des objectifs financiers et d'assurer l'équilibre économique. Voilà. Donc ici, c'est la définition de manière, on va dire, ramassée du concept donc du budget. Mais nous allons rentrer en détail, en profondeur, pour pouvoir donc essayer de décrypter en fait toutes les subtilités et toutes les réalités du budget du Gabon 2026, d'accord. Donc à travers l'élément que je vais donc demander à la technique de diffuser pour que nous puissions donc commencer les échanges autour. Aujourd'hui, on décortique ensemble un document qui pourrait bien redessiner l'économie gabonaise, le projet de loi de finances pour 2026. C'est un plan, vous allez le voir, particulièrement audacieux qui promet pas mal de changements. Alors, plongeons directement dans les chiffres pour comprendre ce que ça signifie concrètement. Le premier chiffre, il saute aux yeux, c'est celui-là, plus
44%. C'est l'augmentation absolument massive des recettes de l'État que le gouvernement espère atteindre en 2026. Un chiffre énorme qui pose tout de suite une question. Et c'est justement la question qu'on va explorer ensemble. D'où est-ce que cet argent va venir et surtout, quel sera l'impact sur notre vie de tous les jours? Alors, pour commencer, il faut bien mesurer l'ampleur de ces budgets. On ne parle pas d'un petit ajustement annuel. Non, on parle d'une véritable refonte de la façon dont l'État perçoit ses revenus. Pour que ce soit bien clair, regardez ce graphique. On passerait de près de 3 000 milliards de francs CFA de recettes à plus de 4 300 milliards. L'article 17 de la loi de finances parle lui-même d'un saut quantique. Le mot est fort, mais il reflète bien l'ambition. Ce n'est pas une augmentation, c'est un changement d'échelle. Mais alors, d'où vient cet argent? C'est là que ça devient intéressant. Comme on le voit ici, c'est qu'en 6% viendrait des impôts et des taxes. Ça signifie que l'État cherche à diversifier ses sources de revenus pour être moins dépendant du pétrole. C'est un vrai changement de stratégie. Un objectif aussi ambitieux, évidemment, ça demande un plan solide. Voyons un peu la stratégie en 3 axes que le gouvernement veut mettre en place. La stratégie est simple sur le papier. Premièrement, moderniser la collecte des impôts. Deuxièmement, réformer les taxes qui existent déjà pour qu'elles soient plus efficaces. Et troisièmement, introduire de nouvelles contributions bien ciblées. On va décortiquer chacun de ces points. Le premier pilier, c'est la modernisation. Le gouvernement mise tout sur le numérique pour rendre la collecte des impôts plus efficace, plus transparente et surtout pour s'assurer que chaque franc dû à l'État est bien collecté. Et la pièce maîtresse de cette modernisation, c'est elle, la facture électronique normalisée. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'article relatif la rend obligatoire. Chaque transaction commerciale va devoir laisser une trace numérique. C'est une petite révolution en fait. Et attention, ce n'est pas une option. Si une entreprise ne respecte pas la règle, les conséquences sont directes. Impossible de déduire ses charges, impossible de récupérer la TVA et les amendes peuvent monter jusqu'à 100% de la transaction. Le message étant de plus en plus clair, l'heure est à la formalisation de l'économie. Passons au deuxième grand axe, la réforme des impôts qui existent déjà. L'idée, c'est de simplifier tout ça, de rendre la fiscalité plus juste, avec un gros chantier en particulier sur l'immobilier. Et voilà le changement majeur. On dit au revoir aux multiples taxes foncières qui étaient un vrai casse-tête et bonjour la contribution foncière unique, la CFU. L'article 278 vient balayer l'ancien système pour la remplacer par une taxe unique beaucoup plus simple à comprendre pour tout le monde. Alors, comment ça fonctionne? Regardons cet exemple très concret. Pour une maison qui vaut 35 millions de francs CFA, la taxe va varier. On passe de plus de 48 000 francs CFA en plein centre-ville à environ 6 500 francs en zone rurale. L'impôt est maintenant directement lié à la valeur et à l'emplacement du bien. C'est plus logique. Bon, maintenant, la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que tout ça change dans nos poches? Parce que ce budget, il a des impacts très directs sur le quotidien. Il y a du bon et du moins bon. On commence par les bonnes nouvelles. Face à la hausse du coût de la vie, le gouvernement a prévu quelques mesures pour essayer de faire baisser les prix de certains produits essentiels. Très concrètement, la TVA sur des produits de base comme le pain, le lait, le riz va passer à un taux réduit de 5%. Les droits de douane à l'importation sur ces mêmes produits sont aussi abaissés. L'objectif est simple, que ça se ressente sur le ticket de caisse. Mais il y a aussi une nouveauté. Cette petite phrase tirée tout droit de la loi annonce en fait une nouvelle ligne qui va apparaître sur une facture que tout le monde connaît bien, la facture d'électricité. Il s'agit d'une contribution de 9% calculée sur le montant hors taxe de la facture. L'argent récolté doit servir à financer les travaux publics comme les routes ou la collecte de déchets. Point important, cette nouvelle contribution remplace l'ancienne taxe sur les ordures ménagères. C'est donc un changement de méthode de financement. D'accord? Alors, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que le budget nous dit vraiment? Eh bien, il dessine les contours d'une nouvelle vision pour l'économie du pays. Pour résumer, les grands axes stratégiques sont clairs. D'abord, élargir la base de ceux qui payent l'impôt. Ensuite, lutter contre la vie chère, mais de manière très ciblée. Ajouter aussi une dimension environnementale plus forte. Et surtout, le grand chantier, formaliser l'économie grâce au numérique. C'est une véritable refondation qui est proposée. C'est un plan extrêmement ambitieux, c'est certain. Sur le papier, il est cohérent, mais la vraie question, ça reste sa mise en œuvre. Est-ce que l'administration aura les moyens de la mettre en place? Est-ce que les citoyens, les entreprises joueront le jeu? Tout le défi des prochaines années est là.
Voilà, donc merci d'avoir suivi avec nous donc cet élément sur lequel donc nous allons nous appuyer maintenant pour lancer donc les débats sur la question ou la thématique ou la sous-thématique plutôt du budget 2026. Alors, on a regardé ensemble donc cet élément, on voit bien que effectivement il y a des changements, j'ai envie de dire, importants pour l'élaboration donc du projet de loi de finances 2026, d'accord. Et donc du coup là je me pose une question d'abord je veux dire à première vue sur l'esprit donc de ce budget. Est-ce que ce budget est l'émanation d'une technocratie bancaire, ou du moins est-ce qu'elle tient en compte ou elle prend en compte les préoccupations sociales des Gabonais? Parce que voilà, on voit quand même un budget qui est colossal, qui est sans commune mesure avec ce qu'on a eu dans les années précédentes. Monsieur Ngomo. Oui, c'est une très bonne question. Et comme Monsieur Obiang et moi avons vocation à être très pédagogues sur des questions aussi complexes, après avoir suivi l'élément, je voudrais quand même revenir à la démarche qui est tout la nôtre, celle des définitions, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Très bien. Car il y a quand même une différence entre une loi de finances et un budget. La loi de finances, d'après la définition, est une loi annuelle, votée par le Parlement, qui établit le budget. Voyez-vous? Donc le budget est dans la loi de finances. Pour l'année suivante, nous sommes en 2025, on fait la loi de l'année 2026. Et cette loi de finances prévoit et autorise les recettes de l'État, constituées par les impôts et les taxes, et ses dépenses, car les recettes doivent assurer donc les dépenses. Et ces dépenses, ce sont surtout les salaires, les investissements et la dette, etc. Et il faut faire tout cela en s'assurant qu'il est équilibré, que le budget financier est équilibré, c'est-à-dire que la valeur qu'on a au niveau des recettes est identique à la valeur qu'on a au niveau des dépenses. C'est un principe macroéconomique budgétaire. Et il faut en même temps, dans ce budget, définir les grandes orientations fiscales et économiques. Voyez-vous, qui s'appuient sur des hypothèses. Généralement, qu'on retient hypothèse haute, hypothèse moyenne ou hypothèse basse. C'est le texte juridique fondamental qui encadre l'action financière publique de l'État, avec des types principaux, c'est-à-dire la loi initiale qui a été votée, et avec un budget prévisionnel, mais on peut avoir la loi rectificative en cours d'année, généralement, lorsqu'il y a des ajustements. Et puis, il y a naturellement la loi de règlement, lorsqu'il y a la clôture budgétaire. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, la définition. Oui. Il y a donc la loi de finances, et puis il y a le budget. Le budget, c'est les éléments qui sont mis en place de manière conceptuelle par les services financiers de l'État pour voir comment est-ce que notre pays, pendant un an, va essayer de s'assumer en recettes et puis en dépenses. C'est ça le budget. La loi, c'est le document qui encadre cela et qui est proposé par l'exécutif. Par l'exécutif. Parce que c'est l'exécutif qui est en charge de la gestion de l'État. Et comme cette loi doit être absolument votée par le Parlement, le Parlement va regarder, il pourra consentir justement sur les taxes ou sur les impôts, et on pourra discuter très brièvement sur la taxe forfaitaire qui a été acceptée par le Parlement, qui vient d'être installée, alors que la loi, elle, de finances a été votée par le Parlement de la transition qui est partie. Et on va remarquer également que la taxe forfaitaire habitation ne figure pas dans la loi de finances 2026. C'est donc par mode réglementaire. Ici, c'est par mode réglementaire. Quel est l'intérêt de faire voter le Parlement? Par mode réglementaire, le gouvernement exécute tout simplement. Donc, voyez-vous, ce sont ces points-là qui fait d'abord, à la base et à l'entame de votre question, mettre sur la table. Maintenant, sauf si mon frère Nestor veut ajouter quelques mots sur la définition, on pourrait maintenant répondre à la question qu'il a posée, c'est-à-dire l'idée, la structure de ce budget. Non, pas de mots sur... L'aspect définitionnel. Sur l'aspect des définitions, elles sont tout à fait compréhensibles. Mais la démarche opérée pour rendre lisibles ces définitions nous pose problème. Vous venez de le dénoncer sans le savoir. Le projet de loi des finances suivi du budget
a été voté par le Parlement de transition. Alors que pendant qu'il est voté, nous étions en période électorale. Exactement. Et la loi électorale et la Constitution s'accordent à reconnaître qu'une fois le calendrier électoral est connu, les députés et les sénateurs de l'ancienne législature n'ont plus le droit de légaliser un document, donc de légiférer. Premier point. La deuxième chose, c'est que, en voulant nécessairement faire passer cette loi devant le Parlement, je ne sais pas si c'est le nouveau Parlement mis en place qui a voté, mais toujours est-il que dans la mouture que nous avons, et je l'ai ici, c'est bien écrit, loi numéro tant déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2026, le Parlement de la transition a délibéré et a adopté. Ça pose un problème au plan juridique. Cher Privat, ça pose un sérieux problème. Et je pense que les juristes, notamment ceux de la Cour constitutionnelle et ceux du Conseil d'État, devraient revoir cette copie. Mais il y a aussi l'aspect que M. On en arrive. D'accord. Il y a d'abord des problèmes de forme. De procédure. Ensuite, il y a des problèmes de fond. La forme, c'est la procédure. Est-ce qu'un texte qui vise à doter l'État, n'est-ce pas, d'un budget annuel, peut être voté par un Parlement qui n'existe plus, qui ne devrait même plus, qui ne devait plus, à l'époque où le document a été voté et adopté, qui n'aurait pas dû, puisque nous étions en période électorale, le calendrier électoral était connu. Tout à fait. Maintenant qu'il y a une nouvelle assemblée qui est mise en place avec son bureau, nous connaissons le président, le vice-président et tout le reste, je pense qu'il était de bonne loi que le nouveau Parlement se saisisse de ce document, le regarde, corrige quelques coquilles, parce que je ne vois pas ici la Cour constitutionnelle consultée, le Conseil d'État consulté. Pourquoi? Parce que c'est eux qui doivent veiller à la conformité juridique et constitutionnelle de la loi des finances. Il ne faut pas que nos financiers nous amènent à confondre la loi et le règlement. Très bien. La loi est au-dessus du règlement. C'est vrai. Première constatation. Maintenant, les ambitions poursuivies par ce budget qui est présenté sont clairement définies dans le libellé. Seulement, le vrai problème qui se pose, lorsque nous émettons des hypothèses, nous devons envisager 3 catégories d'hypothèses, une haute, une moyenne, une basse. Mais en envisageant les 3, nous devons étudier les différents cas de figure qui devraient se présenter. Si c'est l'hypothèse haute, elle s'appuie sur quoi? Sur la vente du manganèse, du pétrole ou de quoi? C'est libellé en quelle monnaie? Et si jamais cette monnaie venait à chuter, on fait quoi? Si c'est l'hypothèse moyenne, elle s'appuie sur quoi? Sur notre production de ceci, de cela, bon, et si, entre-temps, la monnaie qui nous sert pour les échanges internationaux, c'est-à-dire notre commerce extérieur, venait à connaître des fluctuations, comment on fait? Au niveau de la loi des finances, il y a ce qu'on appelle une loi rectificative qu'on pourrait prendre. Mais au niveau du Parlement, qui a lui-même un règlement intérieur, il pourrait non pas passer par cette loi rectificative, mais opérer à l'intérieur du budget des modifications substantielles, parce que certaines d'entre elles peuvent ne pas répondre aux attentes pour lesquelles les élus sont là et doivent veiller à l'application de ce texte. Très bien. Donc vous voyez, c'est une loi. Il ne faut pas que nos inspecteurs des impôts, des finances et du trésor nous font confondre la loi et le règlement. Ça, c'est déjà les premiers constats que nous faisons. Bon, nous aurons le temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur et nous verrons qu'il y a beaucoup de coquilles comme ça, que la nouvelle Assemblée, au lieu de voter mécaniquement parce qu'ils sont majoritaires, devrait, ne serait-ce que pour qu'il n'y ait pas de problème par la suite, devrait s'atteler à corriger pour que la chose soit beaucoup plus limpide. D'accord. Monsieur Gomo, vous voulez réagir? Oui, je veux quand même rajouter, parce que ce qu'il a dit est très important lorsqu'il a parlé de la démarche, la procédure républicaine qui a dû être respectée. Effectivement, lorsque le ministre d'État, ministre de l'économie, est parti proposer son projet de loi de finances au Parlement, c'était celui de la transition. Or, nous étions en train d'aller vers la fin de la transition. Nous étions dans les élections législatives.
C'était donc un Parlement, en fait, en partance. Il était sur le départ. Et généralement, quand vous êtes sur le départ, vous ne pouvez plus engager la République. Vous n'avez plus de légitimité. Vous n'avez plus de légitimité Ouais, pour le faire. légitimité. Donc, il eût été préférable qu'on attendât d'abord qu'il y ait les élections législatives, qu'il y ait ensuite le renouvellement de la Cour constitutionnelle, 2, du Conseil d'État, 3, pour que les nouvelles institutions de la 5e République se prononcent sur ce document qui va engager la vie financière et économique de la République pendant 365 jours, c'est-à-dire en 2026. En fait, ce sont les institutions de la 5e République qui étaient requises pour valider la loi de finances. Exactement. Or, Nestor vient de le dire dans son propos, en lisant l'entête de la loi, il dit que c'est le Parlement de la transition qui a été consulté. En réalité, ce devait être le Parlement qui vient d'être voté, qui vient d'être élu là, issu des élections, qui devait normalement lire cette loi, qui engage d'ailleurs sa législature. Ce n'est pas le cas. Ça devait être la nouvelle Cour constitutionnelle, qui n'est pas encore sortie, qui aurait dû également être consultée, et peut-être le Conseil d'État. Voyez-vous, ces 3 éléments-là auraient dû figurer sur la toute première loi de finances de la 5e République. Donc, du point de vue de la forme, je pense que là, il y a eu un faux pas. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer en fait ces vices de forme-là? Non, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la part du ministre d'État. Des précipitations aussi? Je ne dirais pas ça, mais je vais dire beaucoup d'enthousiasme et peut-être en se disant qu'il ne faut pas que le calendrier électoral nuise au calendrier, on va dire, économique et financier. Ils ont voulu avancer, mais en avançant, voyez-vous, il y a ce couac maintenant qui apparaît. Car une institution qui est censée partir a engagé la République. Alors qu'on attendait que la République soit engagée par les nouvelles institutions de la 5e République. Voyez-vous, c'est cela, ce que je dirais. Je ne parlais pas de précipitation, je n'oserais pas me fâcher avec Mais le donc, ministre dans d'État. ce cas, est-ce que, là, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir, est-ce que l'établissement de ce budget obéit plus à une logique de technocratie bancaire ou plus qu'à autre chose? Alors, là, maintenant, on peut répondre à la question. Après avoir relevé le caractère procédural, et je pense, avec Nestor, nous sommes d'accord qu'on n'a pas respecté la procédure qui a dû être faite. C'est le Parlement issu des nouvelles élections qui aurait dû voter cette loi. C'est la nouvelle Cour constitutionnelle qui aurait dû être consultée et le Conseil d'État. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Maintenant, est-ce que c'est une démarche technocratique? Écoutez, monsieur le ministre d'État, Ohima, n'est pas un fiefé de l'administration gabonaise. C'est un homme qui a vécu dans les espaces privés. Privé, tout à fait. Et là-bas, il n'y a pas toujours, on va dire, les lourdeurs, entre guillemets, administratives, mais en fait, qui sont des lourdeurs parce qu'on obéit à des contraintes pour éviter justement qu'il y ait parfois ce genre de couac, car c'est un couac, il faut le dire. Est-ce que l'approche est technocratique, bancaire? Certainement, puisque celui qui l'a initié, le ministre d'État, Henri-Claude Yema, était un banquier de formation. C'est un homme qui est à la tête d'une grande structure, qui est la BGFI, qui est une grande banque d'Afrique centrale. Donc on ne peut pas penser un seul instant qu'il va concevoir un budget de la République sans tenir compte de sa réalité de technocrate. C'est impossible de le penser. Maintenant, moi, ce que je vais dire sur ce budget, c'est qu'il n'a pas conçu seulement seul. Il a conçu aussi avec Mme Pierrette Mvono, Laure. Je crois que ça s'appelle Laure Pierrette Mvono, le ministre du Plan, qui, elle, je ne sais pas quelle est effectivement sa formation, mais on m'a dit qu'elle venait des structures internationales. Et ensemble, avec les techniciens donc, de ces deux départements, ils ont conçu la loi de finances. Donc il y a peut-être plusieurs sensibilités dans ce budget. Dans le documentaire, on disait que ce budget est très ambitieux. Très ambitieux, oui. Effectivement, il est ambitieux parce qu'il n'était même pas à 4 000 au départ, ils étaient à, je crois, 6 000. 7 000. Voilà, 7 000. Voilà. Et donc, ce sont donc les parlementaires qui ont demandé qu'il fallait peut-être revoir des hypothèses plutôt à la baisse qu'à la hausse, car il était très ambitieux. Et c'est peut-être effectivement ça, l'esprit du privé est toujours sûr que les choses vont se passer autant qu'on le pense, mais dans le public, il y a parfois des paramètres qui vous ramènent un peu à une certaine réalité. Et donc, ce budget, il y a effectivement cette dimension volontariste qui est très importante, qui est ambitieuse, et je trouve cela intéressant parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire un rebasage des comptes, c'est-à-dire qu'ils partent un peu à zéro. Et quand j'ai suivi l'émission où le ministre d'État et la ministre du Plan étaient interviewés par un journaliste de la chaîne 1, il disait que nous voulons partir à partir de 2026 sur une base qu'ils appellent la base zéro.
C'est-à-dire Un peu comme si on ne veut pas comparer le budget 2026 aux autres budgets. Parce que nous avons une autre approche, nous avons une autre perspective. Nous voulons comprendre le Gabon et donc le budget pour le gérer de façon différente. Et ils se sont d'ailleurs inscrits en faux par rapport à ce que pouvait penser le FMI de leur budget ou bien de la Banque mondiale, en disant qu'il y a des critères sur lesquels nous ne voulons plus nous reposer pour avancer. Est-ce que c'est ce qui explique tous ces rappels à l'ordre des institutions financières internationales? Exactement. Ouais. Les institutions financières considèrent que le Gabon ne va pas changer. Ils marchent toujours sur les mêmes réalités, sur les mêmes paramètres. Le fameux déficit. Voilà. Donc, il faut faire ceci, il faut faire cela. Toujours des injonctions. Ils ne pensent pas que nous avons parfois des ressources, un génie capable d'aller bien au-delà des capacités souvent qu'on nous donne. Alors qu'elles sont en deçà de notre véritable potentiel. Donc moi, je pense que ce budget est volontariste, c'est vrai. Il a l'ambition de faire des choses intéressantes pour le pays, c'est vrai. En termes de recettes, ils ont montré qu'ils avaient l'intention d'avoir une augmentation de plus de 44%. Et ils ont donné les raisons pour lesquelles ils comptent avoir les 44%. Est-ce que le chiffre n'est pas trop ambitieux, justement? Écoutez, moi je pense que, de mon point de vue, le chiffre là me semble normal. Hein. Pour des Gabonais qui ont l'intention de travailler, ça me semble normal. On a été habitué à travailler de manière anormale. Et donc dans la normalité, 44% peut paraître anormal. Alors qu'en réalité, nous, si nous commençons à travailler comme font les autres nations, eh bien ce chiffre de 44% pour moi n'est pas anormal. Monsieur Bouka, oui, monsieur à la suite de mon frère Priva, rappeler quand même que, et nous l'avons dit à la dernière émission, un État fonctionne avec des lois. Ces lois doivent être ratifiées par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement réunies. Le règlement est du domaine de l'exécutif pour assurer certaines missions qui relèvent de la loi. Le règlement doit être conforme à la loi. Bien. Nous avons deux ministères qui ont associé leurs efforts, le plan des finances. À la tête du ministère des Finances, nous avons un banquier. Il sort du privé. Il n'a pas souvent une bonne connaissance des procédures juridiques par lesquelles on établit les documents qui engagent un État. La ministre du Plan, elle fait le plan, mais encore faut-il savoir quel est son rôle dans l'élaboration du budget de la nation. L'Assemblée nationale, qui consent l'impôt, qui contrôle l'action du gouvernement, a aussi un droit de regard sur la proposition de budget et de loi de finances qu'on lui soumet. Ça veut dire que, en l'examinant, ils peuvent ramener certains montants à quelque chose de réaliste parce qu'ils ont des agrégats et des indicateurs qui leur permettent de dire vous avez mis votre budget à 7 000 milliards, tel que le Gabon fonctionne, ce n'est pas évident. Et évidemment, si vous voulez maintenant appliquer de nouvelles règles de gestion de l'État, il faut qu'il y ait des préalables, des prérequis. Un de ces prérequis, c'est le changement de nomenclature budgétaire par une loi. C'est-à-dire changement de nomenclature budgétaire, ça veut dire que vous avez la loi des finances, n'est-ce pas, qui décline un certain nombre de préoccupations que l'État veut mettre en relief pour l'année. Mais si vous le faites en changeant la nomenclature budgétaire qui existe, parce qu'il y a une loi sur l'exécution budgétaire. Donc il faut déjà, lorsque vous préparez un tel projet qui est ambitieux, qui répond à un souci, le présenter avec deux annexes. Première annexe, proposition d'une nouvelle nomenclature budgétaire. Puisque l'expression chiffrée de la loi des finances, c'est le budget. Exactement. Donc, si vous voulez créer un nouveau budget avec de nouveaux paragraphes, c'est-à-dire de nouveaux chapitres, articles et tout, il faut que l'Assemblée nationale accepte ce changement de nomenclature. La deuxième chose, c'est que vous proposez un budget à l'examen de l'Assemblée nationale. Exactement. Et il faut que les deux chambres du Parlement se prononcent de la même façon. C'est-à-dire que toutes les deux chambres acceptent. Si une accepte et que l'autre n'est pas d'accord, on passe à ce qu'on appelle
seconde lecture, ou alors on renvoie au gouvernement pour dire, voyez votre copie, ça ne passe pas ici. Parce qu'il y a des couacs, il y a des coquilles et tout ça. Toute cette procédure n'a pas été respectée. On a ramené le budget de 7 000 milliards prévisionnels au départ. À aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 6 000 milliards ou 4 000 milliards, je ne sais pas. Bon, 4 000, je pense. 4 000 et quelques. Ça veut donc dire qu'un travail a été fait, mais par quel organisme? Le gouvernement? L'Assemblée? Parce que si c'était l'Assemblée qui l'aurait fait, nous aurions suivi en plénière les travaux de l'Assemblée qui ramènent ce budget à une proportion que tous les Gabonais doivent connaître, parce que le journal officiel va avoir à le publier. Et le journal officiel, comme tout le monde le sait, c'est l'organe chargé de rendre lisible et mettre à la portée de tous les citoyens les décisions prises par l'État. Bien, vous voyez, toutes ces procédures-là n'ont pas été observées, mon cher Privat. Ça nous pose un problème pour des gens comme moi, qui, sans être vraiment un juriste chevronné, mais pour le peu que j'en sais, je me dis, avec autant de couacs dès le départ, avec des vices de procédure, ça va poser un problème. Maintenant, la nouvelle Assemblée, qui est quand même composée d'anciens ministres, de juristes et de tout, aura à se prononcer, d'une manière ou d'une autre. Même si on a fait voter en catimini par le Parlement de la transition. Mais les nouveaux, là, seront obligés de se prononcer. Parce que, si jamais, il y a des couacs demain, ils seront ce qu'on appelle responsables solidairement avec le gouvernement. Puisque c'est eux qui auraient autorisé le gouvernement à engager l'État. Alors qu'il y a toutes ces erreurs d'appréciation qu'il va falloir d'abord, n'est-ce pas, décanter, nettoyer. Parfait. Voilà un peu. Maintenant, pour ce qui concerne le budget lui-même, non. L'ambition repose sur quoi? L'ambition repose sur la vision politique et les objectifs qu'on veut atteindre. Et nous disons l'annualité budgétaire doit tenir compte des priorités pour l'année. Il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Cette année, nous voulons faire ça. Voilà à peu près la hauteur des moyens qu'il nous faut pour le faire. Et si ces moyens-là n'arrivent pas, nous essayerons par d'autres moyens. Parce que ce sont des prévisions. Ce n'est pas de l'argent qui est déjà quelque part. Tout à fait. Ça veut dire que les recettes attendues peuvent ne pas rentrer au rythme qu'on souhaite. Il y a beaucoup de paramètres, oui. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a même beaucoup d'impondérables, pour ne pas dire des imprévus. Oui, exactement. Parce que certaines situations peuvent ne pas être le fait des Gabonais, mais peuvent venir de l'extérieur. La conjoncture internationale, par exemple. Bien, vous m'avez compris. Alors du coup, que doit-on faire? On fera ce qu'on appelle des réajustements, à défaut d'une loi rectificative. Vous voyez? Oui. Bien. Ensuite, avant de voter la proposition de budget pour 2026, nous aurions été heureux et honorés que le Parlement de la transition, n'est-ce pas, mette à côté de ce texte pour 2026 la loi des règlements aussi. 2024, 2025, 2026. 2024-2025. Le règlement intervient à la fin de l'exécution de la loi de finances. Permettez, monsieur Privat. J'ai ici la loi des règlements 2021. Vous savez quand est-ce qu'elle a été prise? Elle a été prise en 2024 par le Parlement de la transition. Pourquoi? Parce que ça, tous les comptables le savent. La loi des règlements, c'est toujours N-1. C'est-à-dire l'année en cours moins le comparatif de l'année. Mais je suis d'accord. Bien. À partir de ce moment, nous sommes en 2025. Oui. Avons-nous terminé l'année 2025? Non. L'exécution du budget se fait pour toute une année. Nous proposons une nouvelle loi. Nous passons par un Parlement de la transition qui n'existe plus depuis que le calendrier électoral et les élections sont connues. C'est officialisé, tout à fait. Erreur monumentale. Vous allez le présenter, vous ne le présentez pas avec la loi des règlements. C'est-à-dire quoi? Ce que vous avez arrêté définitivement comme recette et comme dépense en cours d'année. C'est la Cour des comptes qui fournit la loi de règlement. Non, c'est l'exécutif. Et cet exécutif, c'est qui? C'est le gouvernement et son chef. La Cour des comptes ne fait que constater ce qu'on lui présente et peut faire des amendements ou alors appeler le gouvernement à plus de vigilance sur certains aspects
mais elle n'a pas un caractère oppressif ou inquisiteur. Vous le savez très bien. Contraignant. Alors, ou contraignant d'ailleurs, puisqu'il ne peut même pas envoyer les gens en prison. Bon, maintenant, le vrai problème, c'est que qu'est-ce qu'une loi de règlement? La loi de règlement, c'est, bon, ok, nous avons proposé 6 000 milliards pour, prenons un cas, hein, c'est l'exemple, pour 2026. Mais arrivé en fin d'exercice, nous n'avons pu recueillir que 3 500 milliards. Auquel cas les députés vont vous dire, mais si arrivé au mois de septembre, vous constatiez que les rentrées n'étaient pas suffisantes, il fallait nous demander de faire une loi rectificative de finances. Vous ne l'avez pas fait. Donc, la marge entre les 4 000 milliards prévus et les 3 500 qui sont devrait vous amener à considérer que votre budget a été exécuté en déséquilibre. Donc, vous avez un solde négatif. Ça n'a pas été fait. Moi, je me demande sur la base de quoi, sur la base de quel comparatif nos députés vont avoir à se prononcer, si ce n'est pas la loi des règlements. D'accord. Mais j'ai voulu revenir sur monsieur les Romo. augmentations de recettes, puisqu'il parlait de 44%. Oui. Oui. Justement, c'est là où je voulais embrayer, Merci. puisqu'on parlait donc de l'augmentation des recettes. Oui, c'est une bonne nouvelle et pour moi une bonne initiative. Je dois dire que c'est un peu le cœur en peine que je le dis. Quand je vois les mesures qui sont prises pour atteindre cet objectif. Le cœur en peine, pourquoi? Parce qu'en 1998, un autre banquier, qui répondait au nom d'Émile Dumba, avait justement eu, dans une volonté de rigueur dans la gestion financière du pays, voulu mettre en place un système d'information qu'il appelait Cristal, et qui avait l'ambition justement d'assurer une transparence dans la gestion des biens publics. Transparence pour ce qui est des flux de recettes et transparence pour ce qui est des flux de dépenses. Exactement. Et Émile Dumba pensait avec l'opération Cristal que nous aurions la possibilité désormais d'avoir une idée précise grâce à une base de données informatique centrale et des traitements qui seraient donc, on va dire, télédéportés aux différents ministères, avoir une lecture au jour le jour de la gestion financière de notre pays. Voyez-vous ? En fait, il avait compris cela presque 30 ans avant. Nous avons 30 ans de retard. Lorsqu'aujourd'hui, on pense à mettre le SIGFIN, le système d'information et de gestion financière, c'est une très bonne chose. Il n'y avait pas un autre moyen, on n'y coupait pas. Si nous voulons redresser effectivement la gestion financière du Gabon, si nous voulons augmenter les recettes fiscales, il faudra utiliser la digitalisation, le numérique. Et Émile Dumba l'avait compris il y a de cela 30 ans. Nous avons dans notre pays 30 ans de retard. Il faut le dire. Et c'est triste. Car si on l'avait fait en 98, 2000, 2002, eh bien le Gabon aurait fait un pas significatif, un pas très important. Ils disent que pour l'augmentation des recettes, il faudra donc une orthodoxie financière. Nous sommes d'accord. Cette orthodoxie financière suppose une centralité et une unicité des caisses de l'État. Il faut arrêter avec les systèmes parallèles financiers. Nous sommes d'accord. Et on espère vraiment que les ministères qui ont conçu ce budget, le plan et l'économie et les finances, vont vraiment s'accorder pour que les procédures d'encaissement se fassent de manière univoque dans la caisse unique du Trésor public. Et qu'il ne faudra plus accepter qu'il y ait des évaporations, il ne faudra plus accepter qu'il y ait des dispersions d'argent, c'est-à-dire limiter la corruption. Ils disent qu'ils feront payer les impôts à tous les Gabonais. D'accord. En commençant par les entreprises gabonaises qui sont installées dans notre pays. Les entreprises étrangères, vous voulez dire. Les entreprises étrangères, pardon, qui ne devront plus bénéficier d'exonération fiscale. Bien. Et au niveau des douanes, ils ont dit que la partie des exonérations sera désormais respectée selon ce qui est écrit dans les textes, d'accord, du code des douanes. Donc, s'il y a cette orthodoxie financière en termes de recettes, eh bien oui, peut-être que le pourcentage qui a été proposé de 40% reste possible. Oui, s'il y a également... Là, vous parlez des recettes, mais qu'en est-il des dépenses? Les dépenses, c'est peut-être la question qui va concerner vraiment les Gabonais au premier chef desquels les plus démunis. Allons-y sur les dépenses. La masse salariale des fonctionnaires. Je n'ai pas regardé le pourcentage de combien nous coûte la masse salariale du Gabon. Je n'ai plus le chiffre en tête. On parle, je crois, de 900 milliards, quelque chose comme ça. Bon. Entre 700 et 900 milliards à peu près. Disons qu'on approche de 1000 milliards de masse salariale. Bon. Est-ce qu'un État
d'à peine 2 millions d'habitants, avec une population des fonctionnaires qui se chiffre, je crois, à environ 150 000 personnes. Bon, en gros, on va dire. En gros, peut absorber une masse salariale aussi importante lorsqu'on sait que nos fonctionnaires ne brillent pas par leur présence au poste, par leur célérité dans le traitement du dossier et par leur extrême compétence. Est-ce qu'ils méritent autant ? Pourquoi englober tous les fonctionnaires quand on voit que, par exemple, le train de vie de l'État ou les hauts fonctionnaires est dispendieux Nous commençons par la masse salariale. Vous parlez des biens et services et du fonctionnement de l'État. On va aller méthodiquement. Car il y a des rubriques de dépenses de l'État. Vous avez parlé des dépenses de l'État. J'ai commencé par la masse salariale. De mon point de vue, il faudrait faire un recensement à la Simon Oyonnax, car c'est lui qui avait eu le premier l'idée quand il était mis en fonction publique. Il faut recenser les fonctionnaires de la République et qu'on essaye vraiment de distinguer le bon grain de l'ivraie. Les fonctionnaires fantômes doivent disparaître de la base, de la solde. D'accord ? Et les fonctionnaires qui effectivement travaillent, il faudrait qu'on puisse s'assurer qu'ils sont à leur poste de travail. Et ils doivent être rémunérés. S'il faut augmenter les salaires des fonctionnaires, mais commencer là par enlever ceux qui sont fantômes, eh bien je pense qu'on ferait là déjà un très bon travail d'assainissement. Voilà pour ce qui est de la masse salariale. Donc moi je suis pour qu'on augmente le salaire des fonctionnaires, je suis pour qu'on augmente le salaire des fonctionnaires, je suis pour qu'on revoie effectivement leur évolution, leur reclassement qui a été bloqué par Ali Bongo, mais il faut le faire après avoir réalisé ce travail d'assainissement en faisant un recensement des fonctionnaires. On pourra y voir beaucoup plus clair dans la masse salariale. Je vais terminer sur les biens et services. Le train de vie de l'État. Oui. Moi, je suis pour que l'État gabonais, du moins ceux qui sont les représentants de cet État, qui occupent des fonctions importantes, calent leur mode de vie par rapport à la réalité du pays. Voilà. Si le pays n'est pas encore un pays riche dans sa réalité, même s'il y a un potentiel, on ne comprendrait pas que les gros cylindrés, le train de vie, d'accord, des ministres, des hauts cadres de la République soit aussi élevé, avec une population qui souffre. Moi, je suis pour qu'il y ait effectivement une réduction drastique du train de vie de l'État. C'est ça la position que je défendrai. Faire en sorte qu'on ait d'abord moins de membres du gouvernement et que dans la fonction publique, après le recensement, on ait à des postes importants, des personnes qui font réellement un travail que l'on peut apprécier et dont les résultats peuvent être vus sur le terrain. Et pour ce qui est des missions, et pour ce qui est de nos représentations à l'étranger, je suis pour qu'il y ait de moins en moins de missions. Seules les missions importantes, avec des rapports de missions qui sont communiqués, doivent effectivement être maintenues, car on ne peut pas être déconnecté totalement. Mais il faut aussi qu'au niveau des représentations, des pays où le Gabon vraiment n'a pas de raison d'être, d'abord, ces pays-là n'aient pas de représentation, et qu'on se resserre d'abord sur les pays dont on a besoin d'avoir des relations importantes du point de vue économique et financier. Et si un jour le Gabon se porte mieux, eh bien on pourra recommencer à ouvrir des représentations dans notre pays. Très bien, parfait. Alors, monsieur Oubian, vous vouliez réagir par rapport à... Oui, je voulais réagir par rapport à tous les vœux pieux que mon frère Privat est en train de... Moi, je ne me moque pas de lui. J'appelle ça des vœux pieux. Le président de la République vient de faire un tour à la fonction publique. Vous le savez, il y a moins de 2 semaines. Ouais. Qu'a-t-il constaté sur place? Il a constaté que et le ministre, et tous ses collaborateurs, et toute la déclinaison technique n'étaient pas au point. Les vieux dossiers qui datent des années 90 sont dans les cartons, ça traîne par terre. C'est la vie des fonctionnaires. Ça veut dire que, M. Bouka, vous êtes enseignant à l'éducation nationale, le jour où vous allez à la retraite, c'est la fonction publique qui doit pouvoir retracer toute votre carrière. Exactement. S'ils perdent des documents, vous aurez une carrière en dents de scie et vous aurez du mal à vous retrouver. Exactement. Parce que le gestionnaire central du statut auquel vous vous réclamez n'a pas fait son travail. C'est ce que le président est parti constater. La deuxième chose, au niveau des finances et du ministère du Plan, je vais être clair et net. Moi, je suis froid. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, sous le président Ali Bongo Ondimba, les fonds communs avaient été supprimés aux inspecteurs des impôts, aux finances et au trésor. Pour quelle raison? Je vais vous donner la raison. Le président Ali avait constaté que un petit agrégat de moins de 100 agents de l'État, tenez-vous bien, monsieur Privat,
se tapaient 19 milliards de francs CFA chaque année. 100 personnes. En fonds communs. C'est le président Ali Bongo qui a dit, bon écoutez, vous là, vous coûtez trop cher à l'État, d'abord vous ne foutez rien, vous êtes tous des mafieux, allez hop, terminé. Vous pouvez vérifier, j'ai les documents. Bien. Aujourd'hui, c'est Ouima qui est là. Ministre d'État, ministre des Finances, de l'économie. Il cumule les deux. Il revient à la charge pour proposer un nouveau plan stratégique. Rappelez-vous du plan stratégique. Mais là, c'est sur le plan financier. Nous avons eu plan stratégique Gabon émergent, oui. N'est-ce pas, PSG. Mais là, maintenant, nous avons le plan stratégique en matière financière. Qu'est-ce qu'il amène à l'intérieur de son plan stratégique? Des notions qui relèvent de la gestion privée. Ces notions sont incompatibles. Je dis bien incompatibles avec la gestion des services publics. 2. Je vais revenir là-dessus. 3. Les recrutements, les avancements automatiques, les rappels, tout cela avait été supprimé. Est-ce que vous-même, les fonctionnaires, vous vous êtes demandé pourquoi? Ouais, c'est vraiment l'occasion d'édifier effectivement les fonctionnaires gabonais parce que beaucoup ne comprennent pas. Mais justement, parce qu'ils ne font pas le travail que nous faisons là, M. Bouka. Ça gueule beaucoup, je suis ceci, je suis enseignant, chercheur et tout, mais il cherche quoi? Il ne connaît même pas son statut de fonctionnaire. Mais surtout les hauts fonctionnaires qui sont chargés effectivement d'appliquer ces mesures. C'est la Banque mondiale et le FMI qui ont demandé à l'État gabonais, lorsqu'il leur a accordé la première tranche en 2015, de ne pas payer les rappels, les avancements automatiques. Cet argent était prévu pour des projets pour lesquels ils avaient souscrit cet emprunt. Madame le ministre Baird vit encore, vous pouvez le lui demander, je le lui avais dit au cours du forum de la fonction publique, en disant, Madame Baird, ce que vous êtes en train de faire, vous venez d'un cabinet privé, des lois, je ne sais pas quoi, mais l'État ne se gère pas comme ça, hein, ça va vous poursuivre. On en est où aujourd'hui? Le même problème se repose. Parce qu'on n'a pas voulu dire aux Gabonais que parmi les conditionnalités qui avaient été posées par la Banque mondiale et le FMI, il y avait ce problème de proxénétisme sexuel qui a fait l'objet d'une loi au Gabon. Il y avait le gel des recrutements, des avancements automatiques et des rappels. Voilà, ça remet encore vraiment... Vous voyez? Ça veut dire que l'État gabonais a préféré faire souffrir ses propres agents pour faire plaisir à un organisme financier international. Je voulais dire que je vous dis, j'ai les papiers, on peut m'amener n'importe où, j'ai ces papiers-là. Je suis d'accord avec vous, M. Obiang. Je voulais juste dire que là, ça remet encore sur la place publique le débat sur les personnes qui sont chargées ou qui signent ces accords-là. Mais le président actuel le sait, il a tous les rapports là-dessus. Il a tous les rapports là-dessus, il suffit qu'il les ressorte. Il a tout ça, il le connaît. Les gens peuvent aller lui raconter n'importe quoi, il sait, il a tous ces rapports-là. Parce que les prêts de la Banque mondiale sont conditionnés. On vous dit, bon, ok, on vous accorde 2000 francs. Mais voilà comment nous entendons que vous dépensez les 2000 en question. Et tous les 6 mois, nous passerons, ils appellent ça des revues semestrielles. Nous passerons pour constater l'utilisation que vous faites des fonds. Parce qu'il faut toujours expliquer aux Gabonais les choses. Mais les Gabonais ont la mémoire courte. Lorsque vous allez emprunter auprès de la Banque mondiale, ce n'est pas une banque où, comme les banques commerciales où tu peux faire un crédit rapidement, tu mets ton gab et puis tu prends 30 ou 40 000. Vous faites une demande où vous expliquez pourquoi vous sollicitez la banque. La banque a ce qu'on appelle un département chargé d'étudier le dossier. C'est ce département qui, sur la base des indicateurs de quelques agrégats économiques, va étudier le dossier Gabon en disant le Gabon, la situation n'est pas très bonne là-bas, ils sont en transition, on n'est pas encore sûr qu'il y ait la stabilité et tout ça. Est-ce que c'est un pays à risque? Déjà, bon, quelle est la hauteur de leur dette? Parce que là, ils sont pratiquement au bord du gouffre, là, ils sont à plus de 70% de leur PIB. Bon, comme ils nous sollicitent, on va leur accorder, au lieu de 2000 francs, on va leur accorder 1500. Parce qu'il faut les laisser respirer quand même. Donc, ils vous accordent 1500. Mais ils disent, sur les 1500, c'est pas pour aller faire des rappels, hein, ou pour aller recruter de nouveaux fonctionnaires, ou pour les avancements automatiques et autres, c'est uniquement pour ce que vous m'avez demandé. Et même vous avez la chance que je vous accorde encore un peu d'argent, regardez votre situation. Donc si vous ne voulez pas complètement être
dans un goulot d'étranglement, essayez de bien gérer ce que je vous donne. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, parce que, excusez-moi, M. Bouka, je ne veux pas être méchant à l'endroit de certains compatriotes, mais on sait qui était ministre du budget en 2011. Pourquoi on ne l'interpelle pas? Celui qui l'a remplacé, lui, on lui a filé un coup de marteau sur la tête, pour parler trivialement. C'est M. Ogadaga qui s'est fait virer de là pour des raisons que vous connaissez. Mais celui qui était avant Ogadaga, pourquoi on ne l'interpelle pas? Parce que la crise économique et financière que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui commence par là. Les gens ont oublié. La crise économique et financière que nous avons du mal à gérer avec la dette, M. Préval, elle commence en 2013. Monsieur Obiang, Oui. moi ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi une dette Oui. que nous sommes censés rembourser et que nous sommes en train de rembourser, que nous avons peut-être déjà remboursé, mais pourquoi aujourd'hui on continue toujours avec les mêmes conditionnalités qui ont été imposées lors de la signature de ce Mais prêt? parce que justement, et je voulais en arriver, nos inspecteurs des finances, nos inspecteurs des impôts, nos inspecteurs du encore que le trésor, on peut un peu le mettre de côté, ils comptent d'argent pour payer. Bon. Mais finances et impôts ne font pas leur travail. Et donc ça constitue une Ils véritable ne bombe. font pas leur travail, le président a eu à le constater. Qu'est-ce qui se passait? On allait, pour des raisons quelconques, ah, monsieur le président, non, là, il nous faut 20 milliards, parce que vraiment, j'ai trouvé un opérateur économique qui va venir nous faire la route Libreville-Ntoum. Lui, il est moins cher et tout, on prend. Là, emprunt auprès de qui? Soit BAD, soit FMI, soit la Banque mondiale. Mais la Banque mondiale, c'est les banquiers, ils ont banqué. Ils se disent, regardez-moi ces pauvres Gabonais là, ils ne font qu'augmenter l'encours de leur dette. Moi, je m'en fous. Voilà l'argent, faites votre route, on va voir. Mais qu'elle soit réussie, c'est tant mieux pour nous tous. Moi, je suis de Kango, ça vous fait une belle route goudronnée, je n'aurais pas cassé mes amortisseurs tous les jours. Mais si ce n'est pas fini, c'est l'État qui rembourse. Et donc, nous tous, nos impôts. Ces gens-là, une fois qu'ils recevaient cet argent, c'est là où vous allez comprendre la connexion, la connivence, la complicité entre le trésorier payeur de l'époque, qu'on appelle Direction Générale de la Comptabilité Publique maintenant, et certaines banques de la place. C'est là-bas, M. Privat, où était blanchi. Donc cet argent, L'argent qu'on prenait au FMI, il prenait à le la blanchi. BAD, Ouais. et voilà. Vous ne voyez pas que certaines banques ont été abondamment citées lors du procès, mais elles n'ont pas été citées pour rien, c'est parce que l'argent transitait par là. Et donc, ça augmentait le volume des comptes de certaines personnes, mais au détriment de l'État, au détriment de vous qui êtes des fonctionnaires, et ainsi de suite. Si l'État voulait vraiment régler ces problèmes-là, il l'aurait fait depuis l'arrivée des militaires. Depuis la transition, on l'aurait fait. Mais ils se sont heurtés à des réfractions terribles, monsieur Abouka. Parce que votre fichier fonction publique, mais si vous l'exhumez, hein, et vous commencez à faire ce qu'on appelle le tri, hein, par cas, au cas par cas, c'est toute la fonction publique qui va se retrouver au chômage. Deuxième chose à faire, pour terminer, pourquoi il y a tant de problèmes dans la fonction publique? Mais c'est les politiciens même qui créent les problèmes. Chaque politicien, dès qu'il est nommé, il amène frères, amis, parents, machin et tout, il les fait intégrer à la fonction publique. Au détriment des écoles de l'État. Institut national de gestion, école de préparation aux carrières administratives, l'ENA, l'ENS et autres. Vous vous retrouvez avec les gens qui vous appellent collègues, vous sortez de l'ENA, mais vous êtes étonné que le gars, en un an, il est administrateur en chef. Administrateur civil en chef, il vous faut au moins 24 ou 25 ans. Lui, en un an, il est administrateur civil en chef. Et il se moque de vous. Oh, Nestor, mais tu sais, le pays est géré. Hein. Toi, tu crois que quoi? Parce que tu crois que tu es intelligent, tu vas changer quoi dans ce pays? Hélas. Mais nous en sommes là, nous sommes... Non, je veux terminer pour vous dire pourquoi je n'y crois pas pour ce budget. C'est vrai, il est très ambitieux. Ce n'est pas la volonté du président de la République que je remets en question. Moi, vous me connaissez. Je l'ai toujours dit à mon vision, je lui apporterai mon aide. Mais je lui dis de faire attention aux écueils qu'on est en train de mettre sur sa route. Qu'il fasse très attention, parce que c'est voulu. Regardez les réseaux sociaux. C'est curieux, ils se réveillent en fin d'année. Vous croyez que c'est fait par hasard? Non, il y a des gens qui payent les activistes et tout pour salir.
pour noircir, pour que nous retournions dans l'obscurantisme abyssal dans lequel nous avons baigné pendant 60 ans. Moi, je ne suis pas un homme de l'obscurité, moi. Donc, je voudrais terminer par là. Si nos gars des finances et du plan veulent faire un travail cohérent sur tous les plans, ils devaient avoir des tableaux comparatifs. D'accord. Pour terminer avec cette sous-thématique-là, parce que nous avons encore deux autres sous-thématiques à aborder. Oui. Alors, la question des investissements par rapport au budget, c'est quand même un pan important, vu que le pays, effectivement, ambitionne de se doter en infrastructures qui feront du Gabon un pays véritablement avec les normes internationales. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Oui, là, je vais m'en tenir un peu aux propos qu'avait tenu Madame la ministre Pierrette Mvono lorsqu'elle disait que c'est une première au Gabon parce qu'ils ont décidé de consentir au début 3 000 milliards du budget d'investissement. C'est le Parlement de la transition qui a ramené cela à 2 000 milliards. Et dans 2 000 milliards, ils ont prévu donc 150 milliards pour les études. Alors qu'avant, les études étaient réalisées par les structures privées. Donc c'est une bonne démarche que de vouloir maintenant s'approprier justement les études afin de faire ensuite des appels d'offres qui vont conduire à l'éducation des marchés. Donc moi, je me félicite de cette démarche et de ce budget d'investissement qui quand même est consistant au regard des différents projets structurants que l'on veut réaliser pour bâtir la 5e République. Les projets structurants qui doivent être lisibles à la fois en termes de cohérence et puis en termes d'efficacité. Voilà ce qu'a dit Madame la ministre du Plan. Maintenant, ma réflexion va tenir à quelques points. Premier point, c'est le point sur la coordination. Je me réjouis que quand le ministre d'État, le ministre de l'Économie et des Finances, a assuré et continue d'assurer donc la vice-présidence du gouvernement, il ait proposé une méthodologie de coordination des activités. C'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose, puisque chaque ministre a sa façon de travailler. Et donc il faut que celui qui imprime la coordination arrête une méthodologie qui sera enseignée et qui sera comprise par tous les acteurs. Bien. Je n'ai pas assisté aux différents séminaires, donc je ne peux m'en tenir qu'à ce que j'ai lu, qu'à ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux ou à la télévision. Mais je pense, quand vous parlez donc de ces projets d'investissement, qu'il serait intéressant qu'en début d'année, nous ayons une idée très précise des projets qui doivent être réalisés au cours de l'année 2026. On doit, en janvier, février au plus tard, avoir la liste des projets qui sont prévus pour être réalisés en 2026, de 1. Et pour chacun des projets, on doit avoir le budget. Le budget que l'on va allouer pour que ce projet soit réalisé. Et ça, c'est du travail de la coordination. Exactement. Et les éléments seront fournis par, naturellement, la ministre du Plan et le ministre d'État. Ensuite, il nous faudra avoir une idée des recettes qui sont perçues chaque trimestre pour pouvoir justement financer ces projets. Car les Gabonais disent, OK, nous avons un budget qui est volontariste. Nous avons une équipe, d'accord, de la 5e République qui veut faire avancer les choses. Très bien. Mais nous sommes maintenant, nous aussi, affamés de transparence et nous voulons effectivement qu'il y ait de la rigueur et qu'il n'y ait plus de la corruption. Donc il faudra que le gouvernement, évidemment, montre qu'il est dans cette dynamique-là, à travers une transparence dans la manière dont il reçoit l'argent. Et il faut qu'il le dise. Maïs Mussi, au début de son magistère, le faisait très bien. Sur sa page, je pense, Facebook ou bien sur sa page Twitter, avant que Twitter ne devienne X, il postait les différents rapports trimestriels de rentrée d'argent, à la fois de la douane et puis des impôts. Eh bien, ce serait bien que ce soit désormais une méthodologie pérenne, où les Gabonais puissent savoir qu'est-ce qui est rentré au cours du trimestre en termes d'impôts et en termes de douane, et est-ce que ces montants-là permettent donc d'assurer la mise en œuvre des projets d'investissement qui nous ont été présentés en début, lorsque le gouvernement a été constitué. Voilà la démarche qui peut être faite. Très bien. Et si maintenant il y a d'autres projets qui se déroulent, eh bien, ils doivent entrer dans ce canal de transparence. Car il est important pour nous, qui sommes les contribuables et qui donnons notre argent, que cet argent serve effectivement à mettre en œuvre des projets qui doivent apporter, on va dire, une meilleure qualité de vie aux différents Gabonais qui vivent pour l'instant dans une relative précarité.
Très bien, parfait. Donc là, c'était là votre mot pour justement conclure avec cette première sous-thématique en rapport avec le budget donc 2026. Alors, comme on l'a annoncé au départ, on a dit on va aujourd'hui exceptionnellement parler avec ou traiter de 3 sous-thèmes. Le premier sous-thème, comme je viens de le dire, c'était celui relatif au budget. Donc le deuxième sous-thème que nous allons maintenant aborder, c'est celui en rapport avec l'actualité sportive du moment, qui se déroule du côté du Maroc depuis donc le dimanche 21 décembre, où on a assisté donc au lancement de l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations, à laquelle participe notre pays, le Gabon. Donc, pour pouvoir donc lancer les échanges par rapport à cette thématique, je demande à la technique donc de nous diffuser donc le deuxième élément audiovisuel pour que nous puissions voilà, nous retrouver juste après. Des enjeux importants pèsent sur la composition de l'équipe, surtout avec l'obligation de déposer une liste élargie prévue pour 55 joueurs avant la sélection finale. Mais le Gabon fait face à une difficulté particulière, l'irrégularité du championnat national, ce qui réduit le vivier. Les candidats les plus crédibles sont les habitués de la tanière. Il y a déjà notre joueur Fav Aubameyang, Konga Gelor, Bouanga et Alevina. Aubameyang, Ekole Manga. Aubameyang, Bouanga, Lemina, voilà. Mais si les Panthères du Gabon veulent sortir de la phase de groupe et atteindre au moins les quarts de finale, il faudra solidifier la défense et opérer de bons choix tactiques. Il faut que Émeric soit là parce qu'il a de l'influence, il a de la portée. C'est un acquis déjà pour nous. Si le sélectionneur opte pour la logique, l'équipe sera constituée de cadres tels que Aubameyang, Denis Bouanga, Mario Lemina, Djima Levina, Jacques Ecomier, Dan Ibrahim, Konga Gelor, et de nouveaux tels que Nzessa Maké, Teddy Averland et Roy Sopenda. Car oui, ils sauront relever le défi. Reste à Thierry Mouyouma de faire les bonnes compositions. La liste, elle, sera disponible ce lundi 8 décembre à partir de 11h. Voilà, donc vous avez suivi avec nous donc, cet élément donc, qui nous permet de planter un peu le décor concernant donc, cette actualité sportive, celle qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment même du côté du Maroc et à laquelle notre pays, le Gabon, prend part. Voilà, et justement à cet effet, nous avons donc suivi tous donc, dans la nuit du mercredi au jeudi donc, de cette semaine, donc du 24 au 25 décembre, nous avons suivi le match qui a opposé notre équipe nationale, donc les Panthères du Gabon, opposés aux Lions indomptables du Cameroun. Match qui s'est soldé par la défaite donc, des Panthères du Gabon sur la marque de 1-0 en faveur donc, du Cameroun. Alors, donc, cette défaite a fait couler beaucoup d'encre de salive, on le voit à travers les réseaux sociaux, mais également dans les médias traditionnels, où les Gabonais ont manifesté pour beaucoup leur mécontentement par rapport à cette défaite qu'ils estiment être de trop. Déjà que le Gabon, donc, par rapport aux éliminatoires de la Coupe du Monde, est arrivé jusqu'à l'étape des barrages. Malheureusement, là, elle s'est butée donc, à une équipe du Nigeria qui, véritablement, n'a pas montré une supériorité technique. Cameroun ou Nigeria? Non, là, je parle dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Voilà. Où le Gabon a été éliminé, semble-t-il, sur les mêmes constats en rapport avec les insuffisances techniques donc, de cette équipe nationale. Alors, donc, on va en parler avec nos consultants, d'accord? Parce que, voilà, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Déjà, monsieur Obiang, quel est votre sentiment déjà par rapport à cette première entrée en matière donc, des Panthères du Gabon face au Cameroun lors de cette première journée de la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc? Mon sentiment avoisine celui de tous les autres compatriotes, c'est-à-dire la déception. Nous attachons trop d'importance au football, alors qu'il y a une multiplicité de sports qui pourraient valoriser le Gabon. Oui, mais on va dire le football, c'est quand même le sport roi, on dit. Bon, le sport roi, je ne sais pas, mais je dis lorsqu'on privilégie un seul sport au détriment d'autres sports tout aussi honorables, tout aussi, disons,
médiatisés, tout aussi mondiaux. Parce que n'oublions pas, le tennis est un sport mondial, n'est-ce pas? L'athlétisme est un sport mondial. La boxe est un sport mondial, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pourquoi uniquement toujours le football, sur qui on mise énormes sommes pour après être déçus? Moi, je crois que c'est toute la politique ou la stratégie de la politique sportive nationale qui doit être revue. Bon, de toute façon, moi, je ne suis pas très football. Mais j'avoue quand même que, puisque vous demandez ma réflexion, je vous la donne, je vous donne mon opinion. Monsieur Mobo, monsieur le conseiller. Écoutez, je partage assez la position personnelle de mon grand frère, Nestor Obiang, parce que moi-même, je ne suis pas un fanatique du football. Je vous le dis très clairement. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai, peut-être de manière inconsciente, intégré des éléments, des paramètres intangibles pour l'heure, qui ne nous permettent pas d'être, le Gabon, une grande nation footballistique. Soyez plus explicite. C'est simple. Il y a en fait, de mon point de vue, 3 arguments qui concourent pour faire comprendre aux Gabonais que vous pouvez aimer le football, mais vous n'aurez pas une nation footballistique gabonaise qui va se retrouver parmi les champions. Et pourquoi cela? D'abord, la masse critique. Il faut avoir une masse critique. Le Gabon n'a que 2 millions d'habitants. Regardez les populations des grandes nations du football, l'Italie, l'Allemagne, la France, le Brésil. Mais nous sommes quand même dans les proportions qui dépassent les 50 millions d'individus. C'est-à-dire que dans 50 millions d'individus, dans 30 millions d'individus, 40 millions d'individus comme au Cameroun, on peut trouver 22 joueurs très sérieux, talentueux, qui sont capables de faire du bon travail sur une longue période de temps, qui sont capables de s'entendre et de mener un jeu collectif. On peut avoir des coachs, des entraîneurs qui sont également très compétents. On peut avoir des gouvernements qui mettent à disposition les moyens conséquents pour que justement cette équipe-là continue et soit toujours capable de ramener la coupe. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Il y a peut-être des politiques palliatives qui peuvent contourner ces difficultés. Mais, deuxième argument, je vais revenir sur la politique palliative. Deuxième argument, la tradition. Vous savez, il faut avoir une tradition footballistique, presque tradition qui apporte des gènes. Vous voyez, par exemple, l'Argentine, vous voyez, le Brésil. Ben, c'est des pays où les gens aiment le football, où il y a des aires d'endroits où on joue le football, où on détecte tout de suite les talents. Mais au Gabon, ça n'existe pas. Et puis, il y a, de mon point de vue, pour conclure sur cette question, le football n'est pas le seul art, le seul sport, d'accord, dans lequel les Gabonais peuvent se retrouver. Moi, je militerais pour des sports individuels. Je militerais pour des sports où un individu, un Gabonais, peut faire la différence dans l'ensemble de la planète. Vous voyez, par exemple, notre Anthony Obama, notre taekwondoïste. Mais, voyez-vous, tout seul, regardez ce qu'il a pu faire. C'est ici à ce niveau-là. Parce que lui seul a eu envie de faire un travail sur sa personne, sur son mental, sur son physique, sur sa discipline, et il est arrivé. Donc moi, je pense qu'on devrait militer au Gabon si on veut avoir notre drapeau qui flotte parmi les champions dans des sports individuels pour l'instant. Tant qu'on n'a pas la masse critique, il faut avoir une politique sportive qui met l'accent sur les sports individuels. Car on pourra toujours trouver un Gabonais qui s'est surpassé face à un Ukrainien, face à un Malien ou bien face à un Américain. Oui, et donc je rejoins la position de M. Obiang. M. Obiang, il a dit qu'il y a aussi le fait qu'on n'est pas... il va falloir revoir notre politique sportive. Est-ce que, du point de vue du football, là également, parce que quand on regarde un peu la plupart des pays qui performent sur le plan footballistique, beaucoup, ce n'est pas des miracles qu'ils font. Il y a d'abord une politique, j'ai envie de dire, nationale qui est appliquée sur le terrain, en termes d'infrastructure, en termes de détection de talent, comme vous avez dit, en termes de projection. Voilà. Est-ce qu'au niveau du Gabon... Mais allons-y. Au niveau du Gabon, oui. Est-ce que nous avons des stades dans chacune des provinces de notre pays? 1. Est-ce que ces stades fonctionnent? 2. Est-ce que nous avons les championnats de clubs? Est-ce que nous avons un championnat national comme à l'époque, avant? Il y a tous ces éléments-là qui manquent. Mais donc s'il n'y a pas l'entraînement qui se ferait au niveau des infrastructures, s'il n'y a pas des budgets qui sont mis en place par le ministère de la Culture, par le gouvernement, comment voulez-vous que nous puissions avoir justement ces éléments-là qui sortiraient de la masse critique? Mais si ça existait avant, c'est que ça peut exister maintenant. Bien sûr. Mais si par exemple on nous confie le ministère du Sport, ce n'est pas dans le football qu'on mettrait l'accent. Si nous voulons avoir le drapeau gabonais qui culmine dans les sommets, ce n'est pas dans le football. Parce que je vous dis, nous n'avons pas la masse critique. Nous pourrons avoir effectivement un sport de qualité,
Mais je vous dis déjà, même que pour cette CAN-là 2025, je peux être un oiseau augure, mais je ne crois même pas qu'on va arriver en quart de finale. Il y en a qui ont dit qu'on va faire comme l'Argentine en 2000 lors de la dernière Coupe du Monde. Ils ont été battus lors de leur match d'entrée de jeu par, je crois, l'Arabie Saoudite, et puis ils ont fini par remporter le tournoi. Écoutez, c'est possible. Monsieur Bouka, oui. Je m'excuse, j'ai pour habitude de ne pas perdre de temps sur les questions inutiles, parce que faire des redondances, ça ne sert à rien. Non, je vous le dis, je ne suis pas quelqu'un qui aime perdre du temps inutilement. Ça fait depuis combien d'années nous parlons du football au Gabon? Regardez, à chaque match, vous avez des commentateurs qui sont les anciens footballeurs, les anciens entraîneurs et tout ça. Ils vous parlent de quoi? Chacun vient, oui, non, on n'a pas bien tiré, il était mal placé, l'autre était... Jamais l'un d'entre eux ne vous parlera d'une esquisse, je ne dis même pas d'un plan, d'une esquisse d'une politique nationale du sport. Pire, le ministère habilité. Alors là, c'est le cafouillage total. Mais alors, pourquoi voulez-vous que des gens comme moi, pauvres consultants, je vienne perdre mon temps à discuter de ce qu'un ministère de la République n'arrive pas à gérer, ce que les fédérations et autres n'arrivent pas à gérer? Non, moi je pose une question de principe. Il y a plusieurs sports qui sont des sports reconnus mondialement. Parce que la différence est toute simple. Vous avez les Jeux Olympiques. Vous voulez vraiment connaître les sports qui portent aujourd'hui? Regardez les Jeux Olympiques. Vous voyez les grands sports là-dedans. Bon, maintenant vous avez le football, il y a plusieurs sections, Coupe européenne, Coupe Amérique du Sud, Coupe ceci, cela. Ensuite, la Coupe du Monde. Mais regardons comment les autres ont conçu la politique du sport chez eux. Regardons ce que nous pouvons prendre chez les autres. Avez-vous aussi une école de formation des pupilles? Non. Avez-vous un championnat national? Non. Avez-vous un championnat des clubs? Non. Avez-vous un championnat de ligue? Non. Mais voilà des éléments, des prérequis par lesquels votre sport peut connaître un certain essor. Ça n'existe pas. Le ministère lui-même raconte des histoires à dormir debout. Ils font plus de politique que de politique du sport. Alors ce n'est pas avec le simple citoyen que le sport va changer au Gabon. Non, je comprends le souci que vous avez. Nous aimerions voir notre équipe briller comme les autres. Mais si la politique du sport au Gabon, et particulièrement celle du football, est gérée par des petits truands, des gens qui ne voient que l'argent derrière tout ça, vous voulez que ça donne quoi? Non, je vous pose la question. Permettez-moi, hein, c'est vous normalement qui posez. Mais moi, j'aimerais m'interroger. Est-ce à dire qu'on doit se retirer donc de la CAF ou bien de la FIFA? Non, continuons avec le football, mais essayons de faire éclore d'autres sports. Il a dit tout à l'heure le sport individuel. Mais on l'a vu quand même, sous par exemple sous le régime déchu d'Ali Bongo, on a vu quand même une volonté affichée de non seulement d'élever le niveau du football au Gabon, oui, on l'a vu, mais également aussi d'autres sports. On a vu par exemple des courses de bateaux là au large de Libreville, on a vu d'autres tournois qui ont été organisés ici au Gabon. Donc je pense que c'est possible, mais le football étant le sport roi, je pense que là un accent particulier doit être mis là pour que le Gabon puisse s'arrimer. Oui. Monsieur Bouka, pour être un roi, il faut être couronné. Le Gabon a été couronné en quelle année? Non, le football a été couronné sport roi depuis quelle année? Oui, mais quand je dis sport roi, ça dit que c'est le sport dominant, c'est le sport qui est médiatisé, c'est le sport sur lequel... il ne faut pas que le football phagocyte quand même les autres sports qui sont tout aussi importants. C'est ce que nous disons. Et nous, faites éclore les autres sports. Et nous restons persuadés que s'il fallait mettre en place une politique sportive, d'accord, et il faut recommander même un grand document qui donnerait donc la vision sportive du Gabon dans les 10 prochaines années. Comment faire pour que le sport, d'accord, aussi bien le sport professionnel que même le sport, on va dire domestique, fasse maintenant partie de la vie des Gabonais? On attend ce document-là. Ce qu'on pourrait proposer déjà, c'est qu'il y ait des aires au Gabon où les gens puissent faire justement du sport. Ce n'est pas le cas. Où peut-on faire des matchs de football ici à Libreville dans les endroits publics? Ben déjà, les installations font défaut. Mais voilà, déjà les infrastructures. Quelle est la politique infrastructurelle en termes de sport collectif, en termes de sport individuel? Les fédérations de boxe, les fédérations de MMA, les fédérations de taekwondo, les fédérations de karaté, qu'est-ce qu'elles sont et dans quel état? Voilà les questions de fond. Maintenant, l'athlétisme, il faut avoir au moins des stades. Je me souviens qu'il y a quelques années, on avait des championnats, par exemple l'Oxu, on avait des championnats, voilà. Mais non, c'est-à-dire que ces choses-là existent. C'est quelle ambition nous leur donnons?
quand on met en place, par exemple, une politique sportive, c'est avec quelle ambition? Est-ce qu'on se dit, on met en place une politique sportive avec, par exemple, un focus sur les sports individuels, avec à long terme la volonté de voir le drapeau gabonais être couronné médaille d'or, par exemple, dans telle discipline? Voilà une stratégie. Elle n'existe pas pour l'instant. On met tout sur le football parce que c'est le football qui est le sport au roi. Les Gabonais aiment le football. Mais enfin, on vous dit qu'il n'y a pas de masse critique pour que nous puissions être une nation qui rivalise avec la Côte d'Ivoire. Et c'est de l'argent qui s'évapore en permanence. La masse critique, c'est pas tous les pays. Voilà la Guinée équatoriale à côté qui est, je crois, qui a une population qui est beaucoup moins, elle est beaucoup moins nombreuse que nous. Mais elle procède au mercenariat footballistique, on le sait. C'est aussi une stratégie. Non, quand on parle de football, on parle aussi d'honneur national. On veut voir les autochtones. Non, on veut voir le drapeau. Mais aujourd'hui, maintenant, non. On veut voir le drapeau pas avec des mercenaires. Aujourd'hui, en France, les gens se plaignent. Oui, la France, mais quand on regarde les joueurs, ce sont les Africains. Voyez-vous? Les gens sont peut-être fiers de dire que c'est la France, mais ils voient bien que les joueurs ne sont pas des Français, ce sont les Africains. Donc si on veut revenir à une approche nationale, ce qui n'est pas trop ma tasse de thé, je vous avoue, mais si on veut revenir à une approche nationale, eh bien, il faudrait que, s'il y a une équipe gabonaise, faite de Gabonais, eh bien, c'est cette équipe gabonaise qui gagne la coupe. Et dans ce cas, qu'on ait mis les moyens, je vous dis aujourd'hui que la masse critique n'est pas suffisante, la politique sportive n'est pas claire, les moyens ne sont pas dédiés. Donc, il faut une nouvelle politique sportive qui fasse la part belle au sport individuel et naturellement au sport collectif. Il ne faut pas que le football phagocyte tous les autres sports de notre pays. D'accord. Bon, là maintenant, le pays il est engagé, il est dans une compétition. Alors, quel message adressez-vous à nos joueurs, au staff technique là, pour ce qui concerne cette j'ai dit aux footballeurs gabonais, essayez d'atteindre les quarts de finale. Mais je suis persuadé que vous n'y arriverez pas. Parce que tout simplement, de façon mathématique, vous êtes déjà condamnés. Voilà ce que je dis. Maintenant, quant aux sportifs, enfin ceux qui gèrent le sport du Gabon, le ministère donc du sport, il faut qu'ils nous proposent un plan de politique sportive sur les 10-25 prochaines années. Aussi bien la politique sportive domestique, que nous puissions avoir des lieux où les gens font du sport. Quand j'étais au Rwanda, le président Kagame, tous les vendredis, à partir de midi, demande aux fonctionnaires et à tous ceux qui travaillent d'arrêter de travailler, d'être en tenue de sport et puis de courir, d'aller faire du fitness, d'aller marcher. Et c'est ce que Thomas Sankara faisait aussi, je pense, tous les jeudis au Burkina Faso. Donc il faut justement que les gens prennent l'habitude de faire du sport, car le sport est bon pour la santé. Maintenant, il faut, pour ce qui est des fédérations, que nous ayons des investissements conséquents, que nous ayons des budgets conséquents. Il faut aussi qu'il y ait du football, qu'il y ait des championnats de clubs, il y ait des championnats de ligue. Il faut tous ces éléments là mis en place. Il faut que dans chacune des provinces de notre pays, le Gabon, nous ayons des stades. Et que ces stades-là tournent, fonctionnent. C'est comme ça que vous allez créer véritablement un climat d'émulation sportive. Et ça nous permettra peut-être de pouvoir un jour avoir suffisamment de talent, un jour avoir une masse critique suffisante pour qu'un jour, le Gabon, puisse comme la Côte d'Ivoire, puisse comme le Nigeria, puisse comme l'Égypte, un jour brandir la Coupe d'Afrique des Nations et peut-être un jour la coupe du Monde. Très bien. Alors, en tout cas, le message est bien passé. Maintenant, on espère simplement que le tournoi qui a commencé donc du côté du Maroc, auquel prend part donc le Gabon, va se poursuivre de la plus belle des manières pour nos Panthères. Voilà. Donc, pour poursuivre avec notre troisième donc sous-thème, en rapport avec donc l'affaire Siphon Ogooué, donc du ministre du Tourisme, l'ex-ministre du Tourisme qui a été donc arrêté, incarcéré, d'accord, selon ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Nous allons donc demander à la technique de diffuser donc le troisième et dernier élément et on va revenir juste derrière pour clôturer donc cette émission. Urgent. Arrestation de Pascal Ogooué Siphon. Démissionnaire du gouvernement depuis hier soir, l'ancien ministre du Tourisme a été interpellé par le B2 entre la présidence et son domicile. Il est soupçonné d'avoir détourné plus de 10 milliards, initialement destinés au rayonnement du ministère du Tourisme. Les enquêteurs font état de graves irrégularités financières et de fonds publics qui se seraient volatilisés sous son magistère. Nous y reviendrons avec davantage de précision. L'ancien ministre du Tourisme Pascal Ogooué Siphon a été interpellé ce mardi 16 décembre 2025 par la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire, plus connue sous le nom de B2. Cette arrestation intervient quelques heures seulement après sa démission du gouvernement. Il est soupçonné d'irrégularités financières portant sur plus de 10 milliards de francs CFA destinés à la relance du secteur touristique. Selon les informations rapportées par le média en ligne ACN, Pascal Ogooué Siphon a été interpellé entre la présidence
de la République et son domicile situé dans le nord de Libreville. L'ancien membre du gouvernement aurait été conduit par les services du B2 pour les besoins de l'enquête. Cette arrestation intervient dans un contexte particulièrement sensible, marqué par une série de révélations sur la gestion des fonds alloués au ministère du Tourisme durant la transition politique. Les enquêteurs soupçonnent Pascal Ogoé-Siphon d'avoir détourné plus de 10 milliards de francs CFA initialement destinés au rayonnement du ministère du Tourisme. Ces fonds provenaient notamment de financements publics, de dividendes liés à des établissements hôteliers réquisitionnés par l'État et des provisions pour investissements diversifiés et pour investissements dans les hydrocarbures. Selon des sources proches du dossier, de graves irrégularités financières auraient été mises à jour avec des fonds publics qui se seraient volatilisés sous son magistère sans que des projets structurants ne voient le jour. Avant cette arrestation, Pascal Ogoé-Siphon avait déjà été interpellé puis assigné à résidence surveillée alors qu'il était encore ministre en fonction. Les enquêteurs avaient justifié cette mesure exceptionnelle par un risque de fuite dans un contexte de porosité des frontières. Sa démission du gouvernement intervenue la veille de son interpellation par le B2 marque une nouvelle étape dans cette affaire, désormais pleinement judiciaire. Les investigations se poursuivent, les autorités promettent des éclaircissements dans les prochains jours. Gabon Media Time y reviendra avec davantage de précision. Voilà, donc là, je vais me tourner donc vers mes panélistes pour réagir, donner leur réaction par rapport effectivement à l'élément que nous venons de regarder. Alors, à la suite, après le procès retentissant auquel nous avons assisté, voilà, qui a permis donc à la justice gabonaise de juger les Bongo Valentin, voilà, pour les crimes qui leur ont été donc reprochés, ou les faits qui leur ont été reprochés. Quel est votre sentiment là par rapport à cette affaire? Donc un ministre ou un ex-ministre qui est donc tout de suite interpellé et qui est placé en détention suite à une affaire de détournement de près de 10 milliards de francs CFA. C'est quoi votre sentiment, M. Bouka? Monsieur Bouka, oui, monsieur bien. Faites une bonne précision. Un ex-ministre devenu sénateur, il ne faut pas oublier cette qualité. Parce qu'un sénateur est un parlementaire. Il a donc tous les droits qui vont avec. Donc, ancien ministre est devenu sénateur. Voilà, c'est comme ça que je crois qu'il faut présenter M. Siphon. Très bien, merci pour la précision, M. Obiang. Oui, cette affaire me peine beaucoup à deux titres. Le premier titre, c'est parce que Pascal Michel Siphon Ogoé est un ami et frère. Nous étions ensemble à Bessieux. Et nous avons intégré le même ministère, le ministère de l'économie et des finances, lui à la direction générale des impôts et moi à la direction générale de l'informatique. Donc, voir un frère comme ça qui est arrêté de cette façon-là, c'est quand même relativement triste, ça me peine beaucoup. Le deuxième aspect, c'est qu'il est un brillant ministre du Tourisme. Et c'est donc une expertise un peu que nous n'aurons plus à la tête de ces départements, alors qu'il y a tant de choses à faire de ce côté. Mais ceci dit, ce n'est pas un procès, c'est une instruction qui commence, et où des faits laissent entendre que Pascal Ogoé se serait comporté de manière indélicate avec les deniers publics. Il reste présumé innocent. Il est mis en détention provisoire pour que l'instruction puisse se faire sans qu'il n'agisse de manière négative. Certaines informations parlent de mandat de dépôt. Oui, mais moi-même, j'ai été écroué. J'ai été mis en prison à travers les mandats de dépôt parce qu'on estimait que l'instruction qui allait suivre pendant que j'étais en prison devait se faire sans qu'en liberté, je puisse nuire à la bonne exécution de cette instruction qui est menée par un magistrat. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est pas en prison parce qu'il est coupable. Il est mis en détention provisoire parce que nous voulons mener une enquête et on ne souhaite pas que le ministre use de son réseau pour empêcher la manifestation de la vérité. Il reste présumé innocent. Il peut faire d'ailleurs, comme moi je l'ai fait plusieurs fois, des demandes de liberté provisoire. Et si le ministre, l'ex-ministre Ogoé-Siphon donne toutes les garanties de représentation, alors il peut être libéré et peut comparaître parfaitement libre. D'accord? Et c'est au jugement qu'on saura si effectivement il est coupable
et il doit donc purger une peine, ou si finalement il est innocent. Mais en tout cas, cette situation, je vous le dis, me peine énormément. Je veux voir dans ce mal qui touche mon frère Pascal Siffon, à qui j'adresse toute ma sympathie, et je vais essayer d'apporter mon soutien à sa femme, à ses amis, à sa famille, en ces lieux, en ces moments difficiles que moi-même j'ai connus. Au moment où je dis cela, je veux également voir dans ce mal qui frappe mon ami et frère Pascal, un bien pour la République. Vous savez, dans l'aphorisme kamite, on dit qu'au plus profond du bien se loge le mal. Et au plus profond du mal se trouve le bien. Que l'on comprend le bien que par rapport au mal, et le mal se saisit que par rapport au bien. Est-ce que vous comprenez? C'est le yin et le yang, c'est cela. Et donc, si quelque chose est mal pour Pacom, il faut que cela serve en bien à la République. Alors, je veux croire que mon frère sera un jour jugé et qu'il sera innocent, je veux le croire, et c'est la justice qui va déterminer. Mais pour mon pays, je souhaite que la justice désormais soit indépendante et qu'elle fasse preuve d'autant de rigueur vis-à-vis de Pascal qu'elle le ferait vis-à-vis de tout autre compatriote, quelle que soit la position qu'il occupe et quelle que soit l'échelle sociale qu'il a. Effectivement, l'impunité vis-à-vis donc des puissants ne doit plus être de mise. Des noms ont été cités pendant le procès, cette fois-ci, des Bongo Valentin. On souhaite effectivement que la lumière soit faite et que les noms qui ont été cités et bien d'autres viennent s'expliquer. Car nous savons qu'au Gabon, la corruption était devenue un sport national et que beaucoup auraient pu, de ce côté-là, comme on parlait de sport, avoir quelques médailles. Et bien, les médaillés d'or, les médaillés de bronze, les médaillés d'argent dans la corruption, et bien, le temps est venu maintenant, est venu montrer au peuple gabonais de quoi ils sont véritablement capables. Qui vient nous expliquer ce qu'ils ont fait de l'argent qu'ils ont détourné. Donc, s'il y a une justice indépendante, elle doit appliquer ses rigueurs à mon frère Pascal, elle doit appliquer ses rigueurs à tous les autres frères dont les noms ont été cités. Et on sait que cet argent qui a été détourné au Gabon existe et pourrait être rapatrié dans les comptes publics de l'État. Il faut donc qu'il y ait un travail des services spéciaux, qu'il y ait un travail des inspecteurs des finances pour que cet argent-là revienne. Et il n'est pas toujours forcément nécessaire que cela passe par les tribunaux. Même les mises en débat, vous savez, sont possibles. Oui, M. Bouka, je ne vous cache pas que je ne connais pas particulièrement M. Siffon. Je l'aimais bien en tant que ministre parce que pendant toute la période de transition, c'est le seul ministre qu'on a vraiment vu travailler et qui était apprécié de tous les Gabonais. Ben, maintenant qu'on lui colle des pots de banane, parce que moi j'appelle ça des pots de banane, je veux m'expliquer là-dessus. Le ministre a bien travaillé, il a réussi, il a trop bien réussi. Il faut le dégager de là parce que les caciques, ceux qui estiment que tous ceux qui veulent faire quelque chose de bien dans ce pays doivent être systématiquement écartés, ne sont pas allés loin. Ils sont allés voir un organe extrajudiciaire qui s'est mis à convoquer le pauvre Siffon, à l'entendre sur quelle base. C'est un organe qui n'appartient pas au ministère de la Justice de ce pays, que je sache. Ce n'est pas un organe, n'est-ce pas, d'investigation du procureur de la République. Ouais, moi je reviens toujours là-dessus, sur les principes. Vous voyez combien de fois nous-mêmes, nous créons des situations telles que l'impunité prospère dans notre pays. On veut ridiculiser le ministre Siffon, on le met à la vendette populaire. Tous les jours, ça sort dans les réseaux sociaux, on l'accuse de tous les maux d'Israël. Mais la réalité derrière tout ça, c'est laquelle? A-t-il mal géré le ministère du tourisme quand on sait que pendant la transition, le football national, vous qui êtes des footballeurs là, le football national c'était le détournement systématique. Comme il y a le détournement, il n'y a pas eu pendant la période de transition. Tout ce monde-là est où? Il est en prison. Les noms ont été surabondamment cités, là, ils sont où? Non, il ne faut pas qu'on amuse la galerie. Oui, mais monsieur Obiang, oui. Au-delà de cette vision quelque peu manichéenne, est-ce que ce n'est pas là quand même un signal fort, là, au tout début de la Ve République? Mais vous savez combien de ministres devraient aller en prison, même ceux qui ont géré la transition? Mais il faut bien qu'on commence par quelques-uns. Ah, et donc c'est Siffon qu'on a vu? Mais si c'est tombé sur les questions... Votre ministre de l'économie, votre ministre des comptes publics, qui sont où? Ils sont tranquillement assis chez eux. On connaît. Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Non.
Moi, je dis, je ne veux pas rentrer dans ce type de débat parce que nous savons, et je le dis à mon vision, que lorsqu'on sert un régime, n'est-ce pas, mon cher ami, on le sert en bien et en mal. Et lorsqu'on sort de là, vous fermez votre bouche. Vous avez au moins une chance de vivre tranquille. J'ai un ministre français qui l'a dit. Et quand vous acceptez de rentrer dans un gouvernement, soit vous y êtes, soit vous n'y êtes pas, mais si vous y avez été, fermez votre bouche et allez rester tranquille dans votre famille. C'est ça la réalité du pouvoir. Parce que là, c'est une brique. Des problèmes d'ordre politique, des histoires de fesses, des histoires de concussion, des histoires de corruption. Alors, faut-il aller chercher à gauche et à droite pour tirer le bon grain de livret? Qui vous dit que ce qu'on nous présente là, c'est la vraie réalité? Bon, en tout cas, nous on s'en réfère à ce vous que voyez, nous nous en sommes donc à des spéculations d'ordre judiciaire. Le droit, ce n'est pas de la spéculation. Le droit fait les constats et s'appuie sur la loi. Qu'est-ce qu'on a là, Soma? C'est du cinéma. On veut réduire Ogo et Siphon, on est en train de... pour le pauvre vieux. Alors, il est malheureux. C'était donc là votre mot de fin par rapport à cette thématique, alors, M. Gomo. Et on a vu des cas comme ça, ici au Gabon. Rappelez-vous l'ancien directeur général de l'Axenses. Quand on nous a fait voyager dans les réseaux sociaux, dans un hôtel avec une petite nana en train de jouer... bon, vous avez vu d'autres, l'ancien Premier ministre, Corbet Calais, hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans les réseaux sociaux? Ainsi de suite. Non, il faut qu'on arrête des jeux comme ça. Moi, j'ai passé l'âge. Je n'ai pas besoin de cadeaux de Noël, moi. D'accord. C'était là votre mot de fin, M. Obiang, par rapport à cette sous-thème. Alors, M. Ngomo, c'est quoi votre mot de fin par rapport à cette actualité brûlante, il faut le dire, concernant donc l'affaire Siphon Ogoé, Pascal? Non, c'est mon frère, c'est mon ami. C'est triste. Et je vais le soutenir d'une manière ou d'une autre, soutenir sa famille, ses enfants. Et j'espère justement qu'il tiendra le coup, quand moi-même j'étais en prison. Mais c'est un homme fort, je crois qu'il va réussir à rester digne, c'est important. Pour ce qui est de la justice gabonaise, bon, je souhaite vraiment que désormais, elle ne fasse plus exception de personne, et qu'elle mène ses enquêtes et elle saisit les coupables, ou du moins elle saisit les inculpés, et puis qu'on ait de moins en moins de corruption dans notre pays, et que l'argent qui est confié donc aux responsables, aux dirigeants, soit effectivement mis au service de la République, au service donc des populations. Je crois que si, en guillemets, il faut tirer une leçon de cela, c'est que désormais les ministres de la République devront faire très très attention avec l'usage qu'ils vont faire des deniers publics qui leur sont confiés, car ils vont comprendre que la situation privée déjà très enviable qu'ils ont, d'accord, ne doit pas justifier encore qu'ils fassent du tort à la République. Donc voilà un peu moi le message que je voulais retirer de cette situation qui me peine énormément. Très bien. Alors donc nous sommes arrivés au terme de notre émission Grand Angle. Nous avons donc au cours de cette édition parlé on va dire, nous avons choisi des thématiques donc qui cadrent avec la fin de l'année 2025, à savoir donc la question du budget 2026, mais également l'actualité sportive avec la participation donc des Panthères du Gabon à la CAN donc qui se déroule en ce moment même du côté du Maroc. Et enfin, nous avons donc débouché sur l'affaire Siphon Ogoé Pascal, donc l'ex-ministre du Tourisme devenu sénateur, voilà, qui a été donc interpellé, arrêté et placé sous mandat de dépôt. Voilà, donc c'était donc là l'émission de Grand Angle donc, de ce vendredi 26 décembre 2025, donc la dernière de l'année 2025. Et nous souhaitons donc d'ores et déjà bonne fête de Nouvel An pour l'ensemble de nos téléspectateurs, pour ceux qui ne sont pas musulmans bien sûr, et nous vous disons à vendredi prochain si Dieu le veut. Inch'Allah.